Bonjour à toutes et à tous. Je ne pensais pas vous retrouver pour une saison 3 de Pressentiment, mais finalement, quand on voit l'invité que nous avons aujourd'hui, comment refuser de l'avoir avec nous pour répondre à des questions un peu différentes que celles qu'il pose à ses invités. Nous sommes avec Jérôme Roten. Jérôme, bonjour. Salut Eric, salut à tous. Un plaisir de vous retrouver dans ta fabuleuse émission, mon cher Eric. Ça y est, ça commence. Jérôme, merci d'avoir accepté cette émission. Je voudrais au préalable juste préciser que je voulais pas faire de saison 3 parce qu'elle était prévue et qu'elle devait commencer avec Didier Roustan. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé, je me suis dit que elle n'avait pas lieu d'être parce que je voulais vraiment qu'elle soit la tête d'affiche. J'ai eu beaucoup de respect, et j'avais des contacts de passionnés et passionnants avec lui. Donc, je me suis dit, je vais pas en faire une saison 3. Et puis, euh, connaissant l'homme, je parle de toi, Mhm. j'avais envie finalement de retrouver ce plaisir d'enregistrer des émissions où on parle de foot ou de sport en général avec des gens qui font le foot, soit parce qu'ils sont journalistes, soit comme toi, parce qu'ils sont consultants, même si tu es aujourd'hui le présentateur principal de Rotten sans flamme, pardon. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'abord parce que je te connais un peu en tant qu'homme et tu es un garçon gentil, et la gentillesse pour moi est une vraie valeur, et aussi parce que ton émission cartonne. Si tu avais fait un bide, tu serais pas là aujourd'hui. Je serai là pour la défendre. C'est ça. Alors, Jérôme, on va faire dans la chronologie. Peut parler de la partie foot, qui pourtant t'a fait connaître du grand public. Et puis, on va parler quand même de ton émission essentiellement et comment toi tu la vis. Mais tout d'abord, sache que j'ai googlisé Jérôme Roten. Mhm. Donc, sur Internet, j'ai tapé Jérôme. Et quand tu tapes Jérôme R, tu apparais en seconde position. Je ne sais pas si tu le savais. Quoi qu'il paraît que tu as un ego surdimensionné. Est-ce que tu as déjà tapé Jérôme Roten sur Google? Non, non, mais c'est. Bon, j'ai dû le taper, oui, pour des fois faire rechercher certaines choses, mais c'est qui en première position? Ça m'intéresse. Alors j'y viens. Alors figure-toi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi. Il est accordéoniste et il s'appelle Jérôme Robert. Et son dernier album sorti en 2023, tu vois, Mhm. si tu veux l'acheter, s'appelle Le Grand Bal de l'amour. Voilà. D'accord. Bon, après, c'est normal, Robert, ça arrive dans l'ordre alphabétique Ah, avant c'est pour Roten. ça. Ah, c'est pour ça. C'est pour Bon, ça. alors, Jérôme, est-ce que beaucoup t'appellent René ou Marcel? Hmm. Écoute, personne m'appelle René Marcel, mais par contre, c'est l'occasion d'avoir une pensée pour mes deux grands-pères qui sont plus là et qui ont été très, très importants dans mon enfance et dans mes débuts aussi de vie d'adulte. Donc, voilà, donc j'ai une pensée pour eux parce qu'ils me manquent. Est-ce que ça veut dire que tu as gardé les pieds sur terre parce que justement tes grands-parents, notamment possiblement de ce que tu le dis, René et Marcel, t'ont aussi éduqué à ça? Ou comme ça? Oui, oui, oui. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir que mes parents, hein, déjà, mais ma famille en général m'inculque des valeurs de respect, valeurs de politesse. Euh, Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je pense que tu as raison, parce que bon, déjà, je force pas les gens à dire que je suis gentil, mais j'ai un fond qui est souvent comme ça, du moins qui ressort des gens qui me connaissent parfaitement. Et donc cette gentillesse aussi, je la dois à mon éducation, du moins aux gens qui m'ont fait grandir, à mes parents bien sûr, à ma sœur et puis à toute la famille. Et les grands-parents ont été essentiels aussi. Et donc on a une famille de gentils. Et puis en plus gentil, tu sais, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Donc, comme quoi, des fois, ça peut coller à la peau. Et donc, pour tout ça, je te dis, j'ai toujours eu beaucoup de respect parce que pour moi, c'est la base et c'est ce que je transmets. J'essaye de transmettre à mes enfants. Voilà, donc j'ai grandi comme ça. Bien sûr que, et on va en parler, pendant ta carrière, quand tu fais un métier très médiatisé comme le football, tu deviens plus ou moins célèbre.
Et des fois, tu peux t'envoler, et ça m'est arrivé. Mais le tout, c'est de retrouver les pieds sur terre assez vite, ce qui a été mon cas grâce à mon entourage très proche. Euh, Pas de langue de bois entre nous, comme on Non. l'a jamais fait, comme d'ailleurs avec, je veux le croire, tous les invités qui sont passés dans cette émission. Et beaucoup sont aujourd'hui je mets des guillemets, comme toi tout à l'heure, des vedettes du petit écran. Mais on va revenir sur ta carrière. L'INF Clairefontaine, Mm. Versailles. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que c'est intéressant. Quand on a fêté, tu étais l'anniversaire de l'INF à Clairefontaine, tu as retrouvé des jeunes avec qui tu avais Ouais. tu avais démarré le foot. Tu vois pourquoi je te parle de cette chronologie? Parce que, à mon sens, son importance. L'INF Clairefontaine, Versailles, la formation à Caen, 3 ans, puis 3 ans pro aussi à Caen. Et si je te parle de cette chronologie-là, c'est parce que j'ai parlé avec un grand champion d'un sport que tu aimes beaucoup, qui est le rugby. Et Ouais. j'ai demandé à Vincent Clerc, qui est venu dans l'émission d'ailleurs, Vincent Clerc, euh, est-ce que c'était vraiment au-delà du talent, c'était difficile et s'il y avait beaucoup de travail pour arriver au niveau qui fut le sien, et il me disait énormément. Est-ce que toi aujourd'hui, parce que là on Mm. parle des grands footeux, et on voit finalement que la lumière, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce début d'interview, tu peux aussi évoquer la difficulté d'un jeune footeux à 8, 9, 10, 14 ans, 15 ans, quand il quitte ses parents, qui va soit en sport-études, soit qui part à l'INF. Est-ce que pour toi aussi, ça a été difficile, compliqué, et avec des moments où tu t'es dit, oh, je vais lâcher l'affaire, c'est trop difficile, il y a beaucoup de travail. Parle-nous de ça, parce que, voilà, encore une fois, il y a les lumières, il y a les strass, mais avant, il Ouais. y a quand même, je veux le croire, beaucoup de travail. Oui, parce que le tapis rouge, comme tu l'as dit, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un tapis rouge tout au long de ta préformation, de ta formation et après même au niveau professionnel. J'en ai. C'est pas parce que tu as un tapis rouge devant toi et que ça paraît facile que c'est facile, hein. Donc le tapis rouge, par exemple, un Thierry Henry avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai été aussi à Versailles et à l'INF Clairefontaine, il avait un talent tellement naturel et des qualités techniques et physiques au-dessus de la moyenne que à 13 ans, tu savais si il sortait pas trop et qu'il restait un peu concentré sur son boulot, sur le football, qu'il allait faire une carrière. Alors après, de là qu'elle soit exceptionnelle, tu sais jamais parce que même si tu as des qualités monstrueuses à 16 ans, à 14 ans, à 12 ans ou à 18 ans, il faut s'accrocher derrière. Mais des carrières et une évolution comme Titi, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et moi, donc, je fais partie de la moyenne. Du moins, j'ai été comme n'importe quel jeune passionné de football très vite, où j'étais à un certain niveau au-dessus, parce que à 8, 10 ans, il faut être au-dessus des petits clubs dans lesquels tu joues. Et puis après, après tu prends goût à la haute compétition, à te concurrencer avec les meilleurs. Et puis là, tu t'aperçois que Tu as eu des moments difficiles? oui, oui, oui. Énorme, énorme, parce que là, je rejoins Vincent. Alors après, lui, c'est le rugby, c'est peut-être différent, parce que nous, il y a la médiatisation qui était déjà en place à l'époque, hein, quand tu es jeune. Tu sais, un jeune footballeur brillant, talentueux, tout de suite, tu es une valeur marchande pour un club, pour un centre de formation. Donc ça, on te le fait sentir. Donc tu as une pression qui est particulière. Mais la pression, elle est tellement particulière que ils sont très exigeants et que à 13 ans, 14 ans, quand tu es coupé de la famille, tu te retrouves seul, même si on est un groupe de 23 ou 25, on est tous en concurrence à l'arrivée. Parce que tu sais très bien qu'à l'INF, sur un groupe de 23, et c'était le cas à l'époque, ils te disaient, s'il y en a un qui réussit au niveau professionnel, on est content. Déjà, donc tu sais que tu peux faire partie, et tu as une grande chance de faire partie de la partie ou la grande majorité qui va pas réussir à faire son métier, le football. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut s'accrocher et
c'est difficile, c'est très difficile, mais le mental fait la différence. En fait, c'est toi, tu disais, est-ce qu'il y a il y a des phases dans ta jeune carrière ou quand tu es au centre de formation ou pré-formation où j'ai pensé à arrêter. Tu me l'as dit, ça. Oui, oui, oui. En fait, moi, j'ai jamais pensé à arrêter parce que je voulais tout tenter, ne pas avoir de regrets. Et le fait d'arrêter en cours d'année ou sur un cycle de 3 ans au bout d'un an, pour moi, j'aurais eu des regrets si j'avais arrêté. Et pourtant, je te promets qu'il y a même des entraîneurs et des préformateurs, dont un grand Christian Damiano, qui va te dire le contraire aujourd'hui, parce que forcément, il s'est planté sur mon cas, mais que j'ai eu à l'INF Clairefontaine la première année. Et heureusement que j'ai eu qu'un an, parce que sinon, je pense que j'aurais pas réussi. Lui, au bout d'un an, il était catégorique avec mon père en C'est disant terrible. C'est terrible. reprenez, parce que de toute façon, il n'y arrivera pas. Il passera pas. Et Eric, j'avais 14 ans à cette époque-là. Donc, c'est difficile quand tu entends ça, parce que toi, tu mets tout en œuvre, c'est difficile, tu pleures quasiment tous les soirs parce que tu es loin de tes parents et que et puis tu sais qu'il y a des mecs qui sont plus développés que toi pour l'instant et que toi, il faut t'accrocher techniquement, physiquement. Ça, c'est la morphologie que j'avais à 13 ans. Moi, j'aurais aimé grandir tout de suite. J'ai grandi à 16 ans. J'ai pas grandi à 13 ans ou à 14 ans comme certains. Donc, tu vois, chaque chose en son temps, mais voilà, des phrases comme ça t'endurcit et tu te dis, mais écoute, c'est pas grave. Lui, il a beau avoir eu un gros cursus et une grosse expérience en tant que formateur, il peut aussi se planter sur mon cas. Bah, ça a été le cas. Il s'est planté et je me suis servi, si tu veux, de ce qu'il avait dit pour continuer à déjà pas avoir de regrets et puis de tout tenter parce que j'étais persuadé que en mettant tous les atouts de mon côté, parce qu'on me l'a toujours dit, puis parce que tu t'en rends compte, et c'est pas me prendre pour un autre que tout le monde disait à l'époque, à 13 ans, à 15 ans, à 17 ans, et puis après dans mes débuts professionnels, tout le monde a dit, putain, mais il a une main à la place du pied. Donc ça, j'en avais conscience. Est-ce que là, déjà, ça fait pas un peu gonfler la tête quand même à ce moment-là? Non, parce que tu relativises, parce que c'est pas parce que j'ai une main à la place du pied qu'avec mon pied, et c'est vrai, tu le sens et c'est pas me prendre pour un autre, tu le sens quand tu fais des répétitions techniques, des gammes techniques où bah, il y a 9 chances sur 10 que je réussisse tous les exercices parce que j'avais cette faculté-là. Mon talent, il est venu de là. Et après, tu t'aperçois dans ta carrière, pour faire une carrière de haut niveau, voire de très haut niveau, quand tu arrives en équipe de France au niveau international, tu ne peux pas exister, surtout dans des postes offensifs, sans avoir un, un talent supérieur aux autres. Voilà. Et mon talent, c'était ça, c'était de voir plus vite, avec mon pied, de pouvoir trouver des, 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 des passes ou d'anticiper techniquement, de ne pas se rater. Il fallait travailler là-dessus. Alors, euh, je vais évoquer trois, quatre moments de ta carrière, puisqu'encore une fois, j'ai envie d'évoquer ce qui est une deuxième jeunesse pour toi, c'est-à-dire que la radio. Mais je vais te poser une question. Qui a dit, il fait cela avec beaucoup de sang-froid et c'est très, très bien joué? En parlant de toi, qui a dit ça? Est-ce que tu as une idée En parlant de quoi d'un de, but que tu as marqué? Il fait cela avec beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid et c'est très bien joué. C'est très, très bien joué. C'est un commentaire de match. Ah oui, la question c'est est-ce que finalement, est-ce que tu as revu tes matchs? Est-ce que tu as revu tes buts? Et est-ce que quand tu les revois ou quand tu les as revus, c'était avec les commentaires d'origine? Si tu me dis non, je te donne tout de suite la réponse, ça devrait plutôt être flatteur. Mais si tu les as revus, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, parce que j'ai pas, très honnêtement, D'accord. j'ai beau avoir un ego surdimensionné et me prendre pour. Voilà, Alors franchement, je vais te dire, c'est Aimé Jacquet qui commente ton but, le premier but contre la Couronne, qui lance la campagne européenne, le lobe. le lob. Ouais.
Alors donc c'est finalement cette première question-là, puisque la campagne européenne, on pourra en parler pendant des heures, ça a été fait, refait, t'as Oui, oui, dit, t'as tout dit. Enfin, chaque club qui a eu la chance de faire des longues campagnes européennes, finalement, ça fait presque l'ombre sur tout le reste. c'est Donc vrai. je vais juste faire court parce que ce qui va Oui, oui. m'intéresser, encore une fois, c'est toi l'invité, et c'est pas que l'AS Monaco ou les campagnes européennes suivantes. Pour autant, ce match contre la Corogne, tout le monde disait pas que vous alliez être croqué, mais il y avait une équipe de dingo aussi en face. Euh, Là, vous l'emportez 8-3 avec un quadruplé d'Ado Percho. Toi, tu marques le premier. Tu marques le premier dès le début du match. Moi, je voudrais que tu me... Est-ce que tu es capable de te souvenir? Je vais encore plagier quelqu'un qui a été le meilleur buteur du championnat de France, c'est Bernard Lacombe, qui disait que marquer un but, c'était comme un orgasme. Est-ce que toi, quand tu marques ce but-là, il y a quelque chose, est-ce que tu as le souvenir de quelque chose qui fait que ce but-là sera au-delà du match, à jamais gravé, avec un plaisir que tu ne soupçonnais pas? Ouais, en fait, j'ai découvert la Ligue des Champions à Monaco, mais j'ai découvert la Coupe d'Europe à 3, la Coupe UEFA. Et j'ai eu la chance de marquer dans un match important, c'était 3 Leeds déjà à l'époque, et un but qui nous qualifie à l'époque. Et Leeds était, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément, parce qu'ils se disent Leeds aujourd'hui, c'est une petite équipe, mais à l'époque, Il y avait c'était quoi? Il y avait Viduka? Tu avais Viduka dans ouais, l'équipe en face? Duel, Dacour, Ouais, il y avait Ferdinand derrière, non, mais il y avait du très, très, très lourd. Ils étaient vice-champions d'Angleterre, hein, pour te dire. C'est un peu comme la ouais, Corogne. ouais. Quand tu parles de la Corogne, les gens aujourd'hui, ils se disent, ouais, la Corogna, la Corogna. Oui, mais la Corogne, ils avaient une équipe de malades, il n'y avait que des internationaux, espagnols et brésiliens, voire italiens, et surtout, ils étaient, ça faisait 5 ans de suite qu'ils finissaient deuxième du championnat, quoi, tu vois. Donc c'était pas n'importe quelle équipe. La preuve, c'est qu'ils font cette année-là, ils font demi-finale à la Ligue des Champions, hein. Donc pour dire qu'ils ont une grosse équipe aussi. Et, euh, et Parle-moi du plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, ce moment-là. le plaisir, c'est, je l'ai découvert sur ce but donc à 3 contre Leeds, où c'est difficile à expliquer, mais quand tu as un passionné de foot, que je suis, ça ne veut pas dire que tous les joueurs ne sont pas passionnés, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des passionnés. Il y en a pas beaucoup des passionnés comme moi, je le suis encore aujourd'hui. Et donc, quand tu es passionné comme ça, que là, il y a rien d'autre qui rentre en jeu que de briller, faire gagner ton équipe et être décisif, marquer un but. C'est, comme tu dis, c'est jouissif parce que tu te rends compte déjà le plaisir intérieur, les proches, ceux qui t'aiment, qui te regardent, qui sont là dans les tribunes, ou ceux qui sont devant leur télé, mais ils sont là, c'est une explosion, le partage, la communion, et puis les gens, tu rends les gens heureux. C'est fou, c'est quelque chose qui est, tu vois, j'en ai encore des frissons quand je t'en parle parce que je pense que quand tu arrêtes le foot, euh, c'est pas être nostalgique, pas du tout, hein, parce que franchement, quand j'ai arrêté le football, j'en avais marre. Et c'est moi qui ai décidé, c'est pas le football qui a décidé que j'arrête. Donc ça, c'est déjà un avantage pour passer à l'après-carrière. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais après, la mémoire, ce qui te revient, c'est des faits de match et forcément les buts. En plus, j'étais pas un grand buteur, donc automatiquement, les buts, c'est très facile pour moi de me rappeler de la sensation. Et donc, oui, ce but contre la Corogne, c'est début de match, toujours très compliqué, très serré. Tu Moins rencontres de 2 minutes, hein. Moins de 2 minutes de jeu, hein. le stade Louis II en ébullition. Oui, là, Euh, tu t'emballes, hein. Tu t'emballes. non, non, mais je te promets, parce que ça, toi, bah oui, le supporter que t'es du Girondin de Bordeaux. Non, ah non, là, on ne parle pas, on Non, reste sur Jérôme pardon, Bretagne. pardon, mais le stade Louis II, je te promets, Eric, il était en ébullition cette année-là. Et Bon, forcément, début de la Ligue des Champions, il y avait beaucoup d'attentes. Donc, quand tu marques dans ce contexte-là, le premier but du match, au bout de 2 minutes, et que tu vois que derrière ce que ça donne, euh, j'aurais pu faire Jérôme, trois. je te coupe, j'ai l'impression. Là, tu ferais pas ça à la radio, ça serait trop long, il y aurait des pubs entre les deux. Parce que Passer. j'ai beaucoup de questions. D'ailleurs, alors, juste une parenthèse sur cette campagne européenne. Le petit sombrero sur Zizou à Louis II.
On n'en parle pas, mais c'est Non, cadeau. ça a fini dans ma poche. C'est pas grave. Euh, champion d'Écosse, Ouais. même si tu as quoi? Tu as fait 6 mois là-bas, c'est ça? Ouais, j'ai fait 6 mois, parti pour raison financière. Le club était très mal financièrement et il fallait que les gros salaires, entre T'en guillemets, ailles. quittent le club. Alors, Donc, justement, moi je vais mettre les pieds dans le plat. mm, Euh, la Turquie, l'Écosse, mm. est-ce que déjà à ton époque, on allait dans ces pays surtout pour l'argent? Non, pas du tout. Alors là, pour de bon, déjà pas l'Écosse, parce que l'Écosse, ça s'est fait en 24 heures. Pour tout te dire, donc ça faisait 6 ans que j'étais au Paris Saint-Germain. Il me restait 2 ans de contrat. Moi, je m'étais chopé avec les dirigeants du PSG. Il était hors de question que je reparte sur une nouvelle année. Donc, je leur avais dit leur cas de vérité. Déjà, en tête à tête et surtout dans la presse pour qu'il y ait un vrai impact et qu'ils se rendent compte que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, il y a eu des négociations pour partir. Il me reste 2 ans de contrat. Donc, eux ne voulaient pas me libérer de ces 2 années comme ça. Ils voulaient une indemnité de transfert. Donc, on est tombé d'accord sur un montant euh, qui représentait à peu près un tiers de l'achat quand ils m'ont acheté de Monaco à l'époque. Mais c'était 6 ans avant. Hein. Ouais, ouais. Et je m'étais mis d'accord avec Schalke 04 à l'époque, qui avait fait signer Raoul. C'était Félix Magath, l'entraîneur. Et donc, je devais signer 3 ans à Schalke, avec une petite indemnité de transfert pour le PSG. Et puis, voilà. Le problème, c'est que quand l'offre est arrivée, ils ont demandé 3 fois plus. Donc ça ne s'est pas fait, ça a capoté. Et on arrive le 31 août, le marché, il se ferme. Moi, ils refusent les offres, donc automatiquement, je ne pouvais pas avoir des offres à cette hauteur-là. Et, euh, et donc, il n'y avait qu'un marché qui restait ouvert, c'était le marché anglais, du moins écossais, anglais. Et tu devais signer avant le 2. Donc, tu n'avais que le premier, une journée en plus. Et en fait, bah, les Glasgow Rangers sont arrivés, quand ils ont vu que j'étais pas parti, ils sont arrivés, ils ont fait une proposition de prêt avec option d'achat. Moi, je Est-ce que tu as découvre. vécu, t'as vécu le derby contre le Celtic? Ah, je l'ai joué plusieurs fois parce que là-bas, ça s'enchaîne en fait. Alors même Eh si oui. je 6 mois, il y a eu beaucoup de matchs. Non, pour le foot, les ambiances à On Ibrox. va y revenir, on va y revenir, on va y revenir, Jérôme, parce que je voudrais vraiment aller au bout et j'ai l'impression que, et tant mieux, on va faire 3 heures et demie avec toi. Mais quand même, Ouais, euh, objet. euh, Wabi Kazri Oui. euh, a été énormément marqué par la Corse. Il a même appris des chants corses, enfin, il a été beaucoup impliqué. Toi, tu as passé un moment de dingue aussi là-bas. Les Corses t'ont beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu dirais de ton passage à Bastia, humainement? Bon, humainement, c'était génial. Génial. Je parle pas sportivement parce que, comme tu l'as dit, sportivement, c'est une réussite et on va pas revenir sur ce qu'on a fait sportivement, mais humainement, c'était génial. C'est un peuple, le peuple corse, il est fabuleux quand il t'a adopté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le continent et où tu accentues les choses, mais même eux, ils aiment les Corses, jouer les cadors, dire on est comme ça, nous, on n'aime personne, on n'aime que les Corses, vous, les gens du continent, ou les touristes, on n'est pas français, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Ils en jouent beaucoup, mais ils sont hyper attachants. Et en fait, pourquoi moi, je me suis tout de suite bien acclimaté là-bas et que j'étais adopté par les gens. Bon, déjà, parce que sur le terrain, il faut être bon, parce que si t'es pas bon, je peux te dire, ils te remettent sur le bateau et tu repars. Mais c'est surtout qu'ils ont une telle franchise qui me correspond, parce que je suis comme ça. En fait, j'ai découvert des gens qui étaient comme moi. Donc, franc du collier, mais par contre, beaucoup
d'humain, beaucoup d'émotions dans le partage et tout ça. Et donc, pour te dire, j'ai passé 2 années incroyables, vraiment, vraiment. Dernière question sur le foot à proprement parler. Tu finis au Plessis, entraîneur-joueur, Ouais. tu as tes diplômes, Mm. tu marques sur coup franc sur ton premier match. Enfin bon, une fois de plus, l'histoire est belle jusqu'au bout. Pourquoi, alors que tu as tes diplômes, tu n'as pas basculé dans dans la volonté d'être entraîneur? Parce que je ne suis pas fait pour ça, je pense. Je pense que le rôle d'entraîneur, c'est c'est gérer au quotidien. Je dis bien au Et quotidien. c'est bien ce que tu fais à la radio. Tu es au quotidien. Oui, mais c'est différent parce que là, j'ai pas à gérer des, Les égaux. la nouvelle génération qui, pour certains, ils ont tout vu, tout vécu, tout entendu et tout ça, et que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, il y a beaucoup de désinvolture, il y a beaucoup aujourd'hui, de footeux qui arrivent. Alors j'espère que c'est pas la majorité, mais je crains que ça soit de pire en pire qui arrive et que quand ils arrivent le matin, il n'y a plus la passion de partager du foot et le vestiaire. C'est avant tout une journée de travail, quoi. Et ça, c'est problématique. Et si moi, le passionné que je suis, et je te promets que je suis un vrai passionné de foot, tu es entraîneur, tu constates ça tous les jours. Que les mecs, limite, ils viennent à reculons, ils n'ont pas envie de faire ça, ils n'ont pas envie de ceci, ils n'ont pas envie de cela. Putain, je crois que là, je m'arrache les cheveux, hein. Je perds tous mes cheveux dans ces cas-là. Et puis, même, je pense que, et tu le vois, les entraîneurs aujourd'hui, ils sont très marqués en très peu de temps. Et de pire en pire. Alors, c'était déjà le cas à mon époque, parce que je ne dis pas que nous, on était facile à gérer, hein. Bien sûr que si tu n'avais que des personnages comme moi dans le vestiaire, je pense que si tu en avais déjà juste 3 ou 4, oh là là, mon Dieu, c'est difficile pour l'entraîneur. Mais tu vois, moi, j'ai une phrase, et c'est Mika Landreau qui m'avait dit ça, et je pense qu'elle me correspond bien. T'es attachant. Ouais, ouais. Et ben, en effet, et le problème, c'est que j'étais attachant, mais passionné. Et je savais la chance que j'avais d'arriver tous les jours dans le vestiaire, comme la plupart de mes coéquipiers, parce que je n'étais pas le seul, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Donc la relation avec l'entraîneur, elle est compliquée. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me mettre dedans. J'ai passé certains diplômes. Et même au niveau amateur, parce que quand tu parles du Plessis, j'ai pas fini au Plessis pour dire ah tiens je finis ma carrière de joueur au Plessis, pas du tout. En fait j'y suis allé au Plessis parce que déjà j'ai des amis qui gèrent le Plessis Robinson qui sont à côté de chez moi. C'est une équipe qui joue en R1 donc un bon petit niveau. Bah t'es pas loin avec les Girondins de Bordeaux, tu vois ce que c'est. Et 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 Ça, comment. c'est gratuit. C'est Non, gratuit, Jérôme Breton. c'est une boutade. Et ça me fait de la peine, je te promets. Mais pas au Plessis-Robinson. Et au Plessis-Robinson, j'y suis allé pour passer, parce que quand tu passes tes diplômes, et les premiers diplômes, tu dois être en situation. Donc, Ouais. j'y suis allé pour entraîner l'équipe avec mon pote Julien. J'entraînais, ça se passait bien et tout. Et puis, en fait, tu te prends au jeu. Et vu que j'étais encore, j'avais quoi, 37, 38 ans, bah, au niveau, tu sais, je m'entraînais des fois avec eux, je faisais les séances et puis je m'entraînais. J'ai pris une licence de joueur et je jouais les matchs à domicile plus qu'à l'extérieur. Et donc j'ai joué quelques matchs, mais bon, Bon, franchement, c'est bien, c'est bien. Plessis-Robinson, qui est aussi la maison du Racing 92. exactement, Euh, c'est collé. ouais, ouais, ouais. Alors, vainqueur de la Coupe des Confédérations, Coupe de France, Coupe de la Ligue, championnat 2010 en Écosse, enfin plein de choses. 13 ou 17 sélections. 15, Alors là, il va falloir mettre à jour les différents sites internet qui évoquent de ta carrière. Et un but. ouais, sur coup franc contre les îles Féroé. Et Féroé, voilà. Alors, on a parlé de ta carrière. Avant de basculer sur la radio, on a un invité qui avait un petit mot à te dire. Je te propose de l'écouter. Salut Eric, comment vas-tu? Écoute, juste pour te dire que moi, le meilleur souvenir avec Jérôme, je crois que c'est quand je lui ai fait gagner la Coupe de la Ligue au Stade de France, son premier titre. Donc forcément, il va s'en souvenir. Allez, je t'embrasse, bisous. Ciao. Euh, voilà, j'avais envie qu'on ait un invité qui représente beaucoup de choses pour toi. Quand je dis pour toi, parce que
euh, le binôme que vous représentiez tous les deux sur les côtés, même si vous replongiez un peu dans l'axe tous les deux, avec Ludo Gioli, c'est quelque chose qui a aussi porté l'AS Monaco. Euh, il parle de la Coupe de la Ligue. Est-ce que c'est ton premier vrai grand souvenir Ouais. de vainqueur en tous les cas? Oui, parce que c'est la saison avant la fameuse épopée en Ligue des Champions. Mais c'est un groupe qui venait de se former un an et demi avant. Et quand tu formes un groupe comme ça avec des jeunes joueurs et des joueurs un peu plus expérimentés comme Ludo, qui n'était pas un vieux joueur, hein, mais qui avait déjà plus d'expérience que tout le monde. Il Euh, va écouter ce que tu réponds, hein, fais gaffe. Hein. non, non, mais automatiquement, c'est la consécration de gagner un titre avec un groupe comme ça parce qu'on le méritait. Et on aurait même mérité, je vais te dire, alors après, c'est bien sûr que je prêche pour moi aussi, mais on aurait mérité d'être champion d'Europe parce que franchement, on avait un groupe et une équipe. Il y avait beaucoup de. Déjà, il y avait des super mecs. Il y avait une entente incroyable dans Bah, les. Gioli se blesse. Et puis, oui, et puis franchement, sur l'année, on est les meilleurs. Mais c'est pas. On a raté. Comme tu as dit, des péripéties, une finale, ça joue à peu de choses. Mais je pense que sur l'ensemble de la compète, c'est pas je pense, c'est tout le monde est unanime pour dire qu'on était la meilleure équipe. Mourinho, qui a gagné son premier titre international face à vous, C'est vrai. ça a marqué l'histoire. On va parler maintenant de Rotten sans flamme, avec plein de questions. Et je voudrais que tu y répondes le plus instinctivement possible. Est-ce que un bon joueur devient un bon consultant? Non, pas forcément. Pas forcément, mais la question elle est intéressante, Eric, parce que un bon joueur, un bon consultant pour moi, alors après c'est toujours pareil, celui qui peut voir avant tout le monde, analyser, avoir une analyse bien précise, même si le foot, on n'est pas souvent d'accord, même ceux qui ont joué au même niveau et qui ont connu le vestiaire comme moi ou d'autres, des fois, en effet, sur la prestation d'un joueur, la prestation collective, le plan tactique, on n'a pas le même ressenti. Donc ça peut arriver, mais c'est pour moi indéniable de dire qu'un bon consultant, il faut qu'il ait connu tous les niveaux dans le foot. Parce que c'est quand même plus facile d'analyser, par exemple, un match de Ligue des Champions quand tu as joué la Ligue des Champions et que tu as joué ce genre de match. Le contexte, la pression et surtout quelque chose qui échappe. Et ça, les journalistes, ils n'aiment pas que je dise ça, mais c'est la réalité. Et même certains consultants qui, attention, font très bien leur job ou des influenceurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des consultants, tu vois, il y a même des influenceurs qui parlent de foot, euh, et ben, qui ne sont pas journalistes. Et eux, si tu veux, ils ne comprennent pas quand tu dis que, eh oui, le rythme est différent sur un match de Ligue des Champions. C'est pas le même rythme qu'un match de Ligue 1. Mais si tu n'as pas vécu ce rythme-là en Ligue des Champions, c'est que tu as vécu que des matchs de Ligue 1. Et des fois, il y en a qui ont joué que en Ligue 2 ou en National. Tu vois, et ben, tu as des limites, si tu veux, pour aller sur ce point-là. Parce que pour moi, c'est là qu'on attend le consultant. C'est de mettre par rapport à l'actualité son expérience, son œil et surtout ce qu'il sait, ce qu'il connaît du rythme. Et ça, c'est essentiel déjà pour dire, tiens, lui déjà, il a un avantage sur les autres. Et après, il y a le rôle, comme tu le disais, pas forcément bon joueur ou, euh, euh, ou, euh, ou, Consultant? bon joueur, un très bon joueur n'est pas forcément un très bon consultant parce que derrière, c'est un boulot, Eric. C'est un boulot d'être consultant. Dire, moi, ça me fout en l'air quand j'en vois certains qui ne préparent pas les matchs, qui ne regardent pas les matchs. Et ils sont là parce que y a de l'argent. Il faut se dire la vérité. Il y a de l'argent, ils gagnent bien l'argent. Tu bosses avec ton image, donc tu prends un bon cachet pour participer à des émissions ou à commenter des matchs. Mais si tu ne regardes pas, tu ne peux pas apprendre. Tu Et peux, alors, qui est le meilleur consultant aujourd'hui en France? à part moi. Par toi. Non, mais le meilleur consultant, j'aime beaucoup Samir Nasri. Vraiment. J'aime D'accord. beaucoup Samir parce que je trouve qu'il a
une vision du foot qui ressemble un peu à la mienne. Et surtout, j'aime la façon dont il explique, il analyse. Et puis, j'aime ce côté, alors même si par moment à Canal, automatiquement, il est un peu bridé, mais j'aime son côté un peu sanguin. Il est capable de gentiment de recadrer certains autour du plateau qui n'ont pas eu son vécu et qui essayent de le contredire. Et moi, ça me fait rire, tu vois. Peut-être aussi parce qu'il joue au même poste que toi. Peut-être qu'il doit y avoir aussi une sensibilité du terrain. Euh, Non, non. Après, il y en a d'autres, j'en oublie, tu vois. Il y en a qui vont se braquer, je dirais, ah, il m'a pas cité et tout ça. Mais il y en non, a. mais il y en a plein. Je t'ai demandé celui que tu préférais. J'ai pas Mais dit que. celui que Voilà. je préfère, oui, oui, j'aime bien. Après, j'ai pris quelqu'un qui participe pas à Rotten sans flamme, parce que sinon, après, on va dire, bah ouais, mais parce que Oui, franchement, sinon, tu aurais dit du gars, forcément. j'ai une belle équipe autour de moi quand même. Tu feras la promo après de ton émission, tu as le temps. Ouais. Euh, justement, tu parlais de Canal. Donc, Canal, Bein, RTL, RMC, ça fait partie des maisons dans lesquelles tu as travaillé, presque autant de clubs de foot que de médias dans lesquels tu as travaillé. Euh, Quel est le média qui parle, parmi ceux que j'ai cités, le mieux de foot? Le média qui parle le mieux de foot, bah, historiquement, c'est Canal. Maintenant, ils ont pris il y a une autre stratégie à Canal. Donc, des fois, euh, des fois, des fois, il y a des gens qui parlent à Canal, ça me dérange un petit peu sur le foot parce qu'avant, c'était vraiment une référence. Euh, Bein a beaucoup grandi aussi à travers Canal. Il faut reconnaître que Bein, bah, c'est pas l'histoire de Canal, mais bon, ils sont là déjà depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait plus de 10 ans. Et, euh, et ils sont entourés aussi de personnes compétentes. Donc j'aime bien le rendu. Ils mettent les moyens, si tu veux, sur le foot. Et ça, j'aime bien sur les émissions, sur les matchs, la retransmission. Canal un peu plus, mais Bein aussi, il faut reconnaître. Et après, le reste pour parler de télé, quand tu vois la chaîne Téléfoot, ce que ça a donné, Amazon, et puis alors maintenant DAZN, là, mon Dieu, putain, franchement, c'est, mais c'est vrai, dans le rendu, dans le contenu, on parle d'un produit premium, Eric, tu vois. Donc premium pour moi, oui, aujourd'hui c'est Canal parce qu'en plus ils ont la Ligue des Champions, ils ont les coupes d'Europe et ça me paraît logique parce que historiquement Canal, on a grandi avec Canal. Hein. Oui. Enfin, moi, j'étais pas né. Euh, Jérôme, dans un article du Point, il est écrit: Je veux être une référence parmi les consultants en France. Je veux que ma voix compte dans le foot. J'y mets de ma personne. En 2025, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer dans le présentateur de radio que tu es? Il y a toujours des choses à améliorer. Je pense que dans n'importe quel métier, il faut se remettre en question. La réussite, elle passe par là. Et c'est pas parce que tu as des bons retours et des bonnes audiences, parce que c'est comme ça qu'on juge la qualité d'une émission. Hein. C'est les audiences, les gens qui écoutent. S'ils écoutent pas, bah, t'as beau transpirer, faire tout ce que tu veux. Bah, si on n'a pas envie de t'écouter, ça marche pas et on te retire. Donc, mais pour que ça marche et pour que ça perdure, il faut se remettre en question. Il y a toujours des choses à corriger dans l'animation. Alors après, moi, c'est différent parce qu'il y a le rôle de consultant quand je donne mon avis. Et puis, il y a aussi, comme tu l'as dit, l'animation, la présentation d'une émission. Et ça, Avec Jean-Louis Tour? ouais, avec Jean-Louis, mais c'est moi qui présente, c'est moi qui anime. Tu vois, Jean-Louis est là pour recentrer un peu les débats. Mais ça se travaille. Et ça, franchement, tu sais, j'en parlais encore avec ma femme hier. Je disais, putain, j'aimerais bien réécouter il y a 4 ans les premières émissions que j'ai faites parce que ça devait pas être génial, tu vois. Et ben, parce que là, aujourd'hui, j'ai trouvé le rythme, l'intonation de la voix et tout ça. Mais il faut toujours aller chercher, essayer de se rapprocher de l'excellence. Et, Ah, c'est beau ça. non, mais c'est Euh, vrai, ce tout- jeu. tout- Toutes les émissions sont en direct? Oui, oui, oui. À part certaines interviews Oui, de comme tu as fait dernièrement d'ailleurs. comme j'ai fait dernièrement, où par la force des choses, des fois, tu sais, quand tu as des
des personnages importants du football, eux, ils ne sont pas toujours dispo entre 18 et 20 heures tous les jours. Donc, il faut les enregistrer. Mais sinon, l'émission, elle est en direct tous les jours et il faut que ça dure parce que il n'y a que quand tu es en direct comme ça, la spontanéité, c'est ce qui fait la qualité de l'émission aussi et la réussite. 8,5 de PDA, troisième radio de France sur le créneau, des podcasts qui cartonnent. Pour autant, ça parle de sport et beaucoup de foot avant et ça parle que de foot après. Ouais. Comment on fait pour se démarquer dans une émission entre 18h et 20h, alors que finalement, si je dis n'importe quoi, quand Mbappé a signé au Real, on en a parlé pendant 3 jours avant et on en a parlé 3 jours après sur RMC. Comment on fait? Comment Jérôme Roten arrive à se démarquer? Comment on fait pour encore écouter des réponses qu'on a possiblement entendues avant et qu'on va possiblement entendre après? Franchement, sans se prendre pour un autre ou prendre l'émission pour ce qu'elle n'est pas, il y a une qualité dans l'émission et ça, j'en suis fier. Et c'est RMC qui m'a donné l'opportunité aussi de faire ça parce que il y a beaucoup d'expérience sur le plateau tous les jours. On change, on essaye de renouveler parce que c'est aussi la qualité d'une émission, c'est d'une année sur l'autre, même si ça a bien marché, il faut essayer de ramener des nouvelles têtes et des mecs qui sont pertinents sur le foot et surtout qui ont une grosse expérience. Je te donne un défi, que ça soit en télé ou en radio, de trouver une émission qui a autant d'expérience que nous et où il n'y a que des anciens joueurs. Il n'y a que des anciens joueurs. Il n'y a pas de personnes qui n'ont pas joué, que des anciens joueurs qui ont joué au haut niveau. Ça donne la crédibilité de l'émission et c'est ce qui fait la réussite, c'est que les gens euh, sont là. Je ne dis pas qu'on a la science infuse parce qu'encore une fois, des fois on peut se tromper. Mais moi, je sais pas, j'irais sur un autre secteur d'activité. Je préfère avoir des gens qui ont passé tant de temps dans ce secteur-là et qui t'expliquent comment ça se passe. Voilà, donc pour moi, on est, euh, on est l'émission référence de ce côté-là en radio, ça c'est clair et net. Donc c'est bien. Et puis en plus, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, encore une fois, il y a de la bonne humeur, il y a de l'autodérision, il y a du second degré. Et c'est les gens, je pense qu'à force d'écouter, ils se sont aperçus qu'on avait des bons mecs autour du plateau. Comment ça se passe? Vous vous appelez avec Antoine Vernier, qui est donc le producteur Ouais. de l'émission. Vous vous appelez avant pour donner ce qui sera dans l'ordre du programme de l'après-midi. C'est la veille, c'est en fonction de l'actualité. Et en cas où il y a un désaccord, qui est-ce qui tranche? C'est une discussion commune avec Antoine, comme tu l'as dit, et Jean-Louis. Et moi, et on arrive, si tu veux, le matin, on se lève assez tôt tous, eux arrivent très vite au bureau. Moi, je suis à la maison, je réfléchis, je lis l'équipe, parce que c'est le seul quotidien sportif, donc je lis l'équipe, les dernières, je regarde le journal du foot tous les jours, les dernières infos et tout, et puis surtout quand il y a des matchs la veille, il faut avoir vu les matchs parce que tu sais qu'on va revenir dessus. Et après, tu fais un topo de tout ça et on s'appelle et on se dit tiens, alors Jean-Louis et Antoine me font le Le travail conducteur? le travail de l'ombre en me proposant des thèmes à 18h, à 18h30, à 19h, à 19h30. Il y a 4 thèmes tous les jours dans l'émission. Bien sûr que le 18h et le 19h sont les thèmes. Le 18h, c'est le thème du jour. Tout le monde attend qu'on réagisse. Là, aujourd'hui, c'est du moins dernièrement, quand tu as un match de Paris, tu as un match de trucs, forcément, tu sais que le thème, il va être sur le match de Paris, le match de Marseille, le match de Lyon. Tu vois. Donc, ça, on le sait. Après, on peaufine le thème. On se met d'accord assez vite dans la matinée. Et après, en fonction des consultants qui interviennent dans l'émission, vu que ça se relaie tous les jours, eux sont en charge de les appeler. Moi, je ne veux pas les avoir parce que je ne veux pas connaître leur avis avant, parce que sinon, c'est du réchauffé. Et tu perds la spontanéité. Voilà. Mais même moi, dans mon travail, en fait, une fois que j'ai fait les thèmes, je ne prépare pas. Si tu veux, j'arrive pas avec des pages
et où j'ai marqué les thèmes et tout, et que je lis. Non, je m'interdis de lire quoi que ce soit quand je suis à la radio parce que tu l'entends en fait. Tu Tu veux de l'entends. la spontanéité sur tes réponses. Oui, parce que c'est déjà parce que je te promets, hein, tu sais mieux que moi, tu connais mieux que moi euh, être avec un micro. À la radio, c'est la même chose. Les gens ne te voient pas, ils t'écoutent. Si tu lis quelque chose et que derrière, je te dis pas que je lis, toi tu vas écouter, je lis quelque chose et après je le fais spontanément, c'est-à-dire sans lecture, c'est mon, et ben tu vas sentir une différence. Tu vas te dire tiens merde là il est plus spontané, lui bah, c'est normal parce que je lis pas. Donc c'est pour ça que je m'interdis. Si tu veux les thèmes je les ai dans la tête, mais je sais aussi que je vais partir sur ce truc-là et puis après par rapport à ce que les autres peuvent dire eh ben, on anime et on fait un débat. Mais voilà. Ces sentiments spécial Jérôme Roten, on va finir avec quelques questions qui seront rapides. Tes réponses possiblement aussi. De la spontanéité, on en parlait. Est-ce que tu écoutes la radio en dehors de l'émission que tu fais? Et si oui, laquelle? Et quelle radio et quelle émission? Alors écoute, j'ai en voiture tout le temps, même sur le scoot. J'écoute que Latina en général, donc que de la musique. Latina D'accord. ou la musique française. Voilà. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans, il reconnaît Jérôme Roten pour son émission de radio ou pour l'ancien foot qu'il était? Pour le beau gosse qu'il est. D'accord. Non, Euh, nouvelle génération, blague à part, la nouvelle génération pour le consultant que je suis. De toute façon, c'est pas grave. Hein, un gamin de 15 ans, il m'a pas vu jouer. Tu ne vas pas lui demander de me dire ah, tiens, lui, ah, il avait un super pied, il a joué là et tout ça. Non, ça, tu regardes les highlights sur YouTube. YouTube ou sur d'autres chaînes. Et puis voilà. Mais sinon, non. Après, bon, vu qu'on vieillit, si tu veux, ceux qui ont 25 ans, ils se rappellent un peu. Voilà. Ma génération Euh, se rappelle beaucoup. Ouais. dans l'émission, je parlais là aussi en des anciens joueurs, ou des journalistes, des consultants, et ils me confiaient qu'ils n'avaient plus de club de cœur parce qu'ils mettaient de la distance Ouais. aujourd'hui avec le foot et qu'ils en avaient un regard, je pourrais presque tous les citer. Toi, on sait l'attachement que tu as parce que tu es né dans la région parisienne, que tu as joué au Paris Saint-Germain, donc on peut croire que tu as quand même encore une sensibilité parisienne et ça serait légitime. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aussi, toi aussi, tu mets de la distance? Est-ce que tu n'es plus un supporter comme tu as pu l'être? Et parce que tu prends de l'âge, parce que tu vois beaucoup de matchs, parce que tu es aujourd'hui dans un média principal, est-ce que finalement, tu es moins impacté par par les défaites ou par les victoires du Paris Saint-Germain, par exemple? Bah, je suis moins impacté, tu as raison. Tu as raison. Mais par la force des choses, Eric, je dois garder mon objectivité. Je ne peux pas, quand il y a deux équipes de Ligue 1 qui se rencontrent, supporter, pousser le Paris Saint-Germain. Tout le monde sait mon attachement. Je suis parisien. Écoute, donc ça, je vais pas me renier. Hein. Je suis comme ça. Je me suis jamais caché. J'ai réalisé mon rêve en jouant ici. Euh, mais une fois que tu as dit ça, aujourd'hui, j'ai un rôle qui est tout autre. Et donc, ça m'empêche, et c'est peut-être les limites de mon rôle d'aujourd'hui, ça m'empêche d'être focus sur un club, quel que soit le club. Parce que ce qui fait le charme du foot aussi, et pourquoi l'adrénaline est à son max, c'est de bah, je ne peux plus être joueur de foot, donc bien sûr qu'il y a d'autres rôles, mais c'est peut-être d'être attaché à un club pour vivre ses émotions, comme tu l'as dit, parce que je reste passionné. Moi, je transmets la passion à mon fils qui a 10 ans. Euh, je ne veux pas qu'il soit supporter de 10 clubs. Pour moi, ça, c'est. Et pourtant, c'est la nouvelle génération, elle est souvent comme ça. Elle s'attache plus à un joueur, et quel que soit où il joue, il aime ce joueur-là. Il joue au Real, à Barcelone, à Manchester City, à Arsenal, à Paris, à Marseille. Peu importe, il va aimer le joueur. Non, moi, je peux pas. Il faut Et, qu'il s'attache. alors, imagine ceux qui étaient supporters de Xavier Gravelaine, Bah, ils étaient qui a pas le joué dans. bah, ça a fini des footix. Est-ce que tu as gardé des maillots?
Euh, j'ai gardé un maillot quasiment par saison que j'ai Et fait. donc par club. Ouais. Par club, forcément. Les maillots appartiennent à mon fils de 10 ans. J'ai gardé un maillot de chaque sélection. Voilà. Et j'ai D'accord. pas de maillot des autres. D'accord. Voilà. Alors, on y va pour les questions rapides. Ton stade préféré, je parle d'architecture, hein. L'ambiance, on y viendra après. D'architecture en France et à l'étranger. Si tu devais citer pour toi ce qui est le plus beau stade en France et le plus beau stade à l'étranger. Le plus beau stade en France, c'est le Parc des Princes. Ah bon? Et à l'étranger? À l'étranger, à Tu as le l'étranger, droit d'y revenir, hein. hein? Tu as le droit de revenir à la question si tu n'as pas la réponse, hein. Non, non, c'est pas. À l'étranger, je les ai fait quasiment tous. Le stade qui est impressionnant, c'est Bernabeu. Bernabeu est. Bernabéu. Ouais, ouais, il est Thierry très. Auto, qu'il a été refait? Oui, 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 j'y suis allé. Ouais. Hmm. D'accord. Ton ambiance préférée quand tu étais joueur? L'ambiance où tu t'es dit, waouh, là quand même, c'est un truc de dingue. En Turquie? Bah, j'allais te dire Turquie, oui, parce que la Turquie, parce que tous les clubs d'Istanbul, c'est la folie. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, c'est incroyable, mais l'ambiance où j'ai vécu, si tu veux, dans un stade, alors mis à part le Parc des Princes, mais ça je vais pas revenir toujours dessus, parce que le parc, à l'époque, il y avait une ambiance de malade, comme le stade Vélodrome, il faut dire ce qui est, c'est vrai, c'est des ambiances de fou à l'époque. À l'étranger, j'ai été marqué par Ibrox quand même, l'ambiance à Ibrox sur les derbies contre le Celtic, mon Dieu, quoi, mon Dieu, là, là, euh, là, l'adrénaline, elle est à son max, et là, tu es obligé de te donner, je te le dis, hein. J'aurais pu te demander quel était ton club préféré après le Paris Saint-Germain, mais c'est difficile de choisir entre Caen et Bastia, par exemple. C'est difficile, non? Monaco, même, c'est difficile. Est-ce que tu arrives à faire un palmarès? Oui, oui, j'arrive. Bah, Monaco, parce que, Monaco en deux. ouais, ouais, Monaco et, et Bastia pas loin, parce que Bastia est un club, c'est, c'est, Ouais. c'est tellement fabuleux, ce club. Le foot est très bien représenté là-bas, la passion, la ferveur. Euh, c'est pas un grand club, hein, financièrement parlant, loin de là, mais par contre, ils ont tout des grands clubs. Et rien à envier aux grands clubs. Il paraît qu'à l'époque, ils n'ont pas refait la tribune pour pouvoir te payer, pour te dire. Ouais. Euh, Alors, ils auraient dû ne pas refaire la pelouse aussi. Peut-être que là, ils m'auraient payé. Louis II, il vaut mieux le Louis II plein ou le Parc des Princes vide pour un match? Oh, tu plais. Non, mais qu'est-ce que. Arrête. Euh, Ok, je l'enlève. euh, Tiens, pour un homme de radio que tu es, moins de pubs et moins de salaire ou plus de pubs et plus de salaire? Parce que c'est une vraie question aujourd'hui dans les questions généralistes. On sait que ouais, par exemple RTL et Énergie ont décidé de réduire, là c'est une question très sérieuse, de ouais. réduire leur page de pub parce qu'ils perdent des auditeurs. Euh, et donc la question, elle se pose parce qu'il faut trouver le juste milieu. Toi, en tant qu'animateur aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de considérer qu'il vaudrait mieux baisser les salaires et donc avoir moins de pubs, moins de rentrées d'argent, ou l'inverse? Quel est le choix s'il devait être fait? Franchement, là, c'est une bonne question parce que c'est vrai que la pub, quand elle intervient, putain, des fois, tu vas pas au bout. Tu es obligé de couper parce que bah, c'est comme ça et tu n'as pas fini de donner un avis complet. Donc, moi, je serais d'avis, peut-être, nous, à RMC, on est bien lotis, c'est qu'ils nous ont fait confiance de ce côté-là. Et déjà, on a fait sauter une partie de la pub.
Donc, tu vois, par exemple, on fait des talks sur la première demi-heure de quasiment 25 minutes. Avant, elle était coupée d'une pub à 15, à 18h, 18h15, 18h15, 18h30, tu vois. Et repub là, maintenant, D'accord. 18h, 18h30 non-stop. Et c'est pareil à 19h. Ah, je peux te dire que c'est pas la même qualité d'émission, pas la même qualité d'écoute. Et donc, automatiquement, il a fallu faire des concessions. Mais ça, après, c'est toujours pareil, hein, tu sais. Trouver le Moi, juste milieu, c'est difficile. Ouais. je peux pas juger, Eric. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je veux pas mettre dans la. Je vais pas dire, ah, ils veulent pas, c'est un scandale. Non, Ouais, chacun ouais, ouais, mérite bien le sûr. salaire qu'il doit avoir. Moi, je veux que tout le monde soit épanoui dans mon émission. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. On est tous épanouis. Chacun a des statuts différents, mais on est tous épanouis. C'est l'essentiel. On sait que tu es aussi très amoureux du rugby. Ouais. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu aimes quasiment autant le rugby que le foot? Ou le Ouais. foot reste quand même... Non, j'aime. Pour moi, les deux sont complémentaires et franchement, je suis passionné de rugby. Alors, Alors, malheureusement, j'ai malheureusement pas le temps de tout voir au rugby parce que le foot me prend une grande place le week-end. Mais je peux te dire que chaque week-end, je regarde au moins un match de rugby. quel club tu supportes en top 14? Euh, J'étais très attaché au Stade français parce que à ma période PSG en 2004, le Stade français, on partait des fois, il venait jouer au Parc des Princes et il y avait une proximité avec les joueurs du Stade français. Tiens, une De toute façon, il y a pensée déjà une proximité pour les stades, déjà, qui se jouent, déjà. qui Non, sont mais côte à côte. ouais, mais là, il venait jouer au Parc des Princes. Tu vois, les gros matchs, il les jouait au Parc des Princes. Donc, on allait les voir, ils venaient nous voir. Tu m'as Euh, pas répondu. Aujourd'hui, qui c'est que tu supportes alors? bah, avant le Stade français, maintenant le Racing. D'accord. Mais Euh, Mais ça, c'est pas. Voilà, le Toulouse est une équipe stratosphérique. euh, alors, puisqu'on parlait du parallèle, même si tu disais que c'était complémentaire, est-ce que tu serais pour un carton d'expulsion temporaire au foot? Non. Bon, ben, c'est Non, la première fois depuis. Il faut quand même que tu argumentes. pourquoi? Parce que au football, plus qu'au rugby, jouer à 10 pendant 15 minutes, 10 minutes, t'as pas le temps de mettre en place une stratégie pour perturber l'adversaire. Parce que le foot est plus un sport euh, tactique que le rugby, qui est un sport très physique. Et forcément, au rugby, quand tu joues à un de moins, tu sens tout de suite la différence, même si des fois, il y a des équipes qui ont fait des exploits en gagnant à 14. Mais Ouais, au ouais. foot, par contre, il y a beaucoup d'équipes qui, à 10 contre 11, peuvent rivaliser. Beaucoup, beaucoup. Et alors, sur une petite période de 10-15 minutes, Eric, il n'y a aucun, aucun truc positif, tu vois. Ça sert Tu, à tu, rien. tu, Au contraire, on va s'embrouiller. tu es pour la VAR ou tu garderais juste la goal line technologie? Ah, je suis pour là-bas. Je me suis Euh, euh, à voir de temps en temps que quand tu perds des matchs importants sur un arbitre qui a les œillères, non, 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 c'est- j'ai des questions plus difficiles peut-être. Est-ce que ce serait bien qu'on ait des arbitres étrangers en Ligue 1 et des arbitres français qui aillent arbitrer à l'étranger? Est-ce que non, ce ça, serait une bonne chose? ça serait bien d'avoir des arbitres compétents et qui sont au niveau et qui se remettent en question. Voilà. Bon, tiens, Donc bien. voilà. Mais les étrangers, forcément, ils vont être meilleurs. Ils vont avoir une autre attitude. Et comment tu fais machine arrière si tu fais des arbitres étrangers? Mais les arbitres français, ils n'auront plus de place. Tant pis pour eux, hein. On rappelle que le meilleur arbitre au monde est français, hein, Oui, oui. cette Bah, c'est année. toi qui l'as dit. C'est qui a remis le titre? Parce que c'est qui le meilleur arbitre au monde? Dis-moi le nom. Non, mais moi, je ne donne Non, plus d'informations, hein, j'ai pas de... et le Texier, les deux là qui nous ont fait des dingueries dernièrement en Ligue 1, là, depuis 3 4 ans, c'est ça? Ou tu vas peut-être me Euh, mettre.
parce que c'est une nana. Arrête, arrête. Bon, je sens que tu t'énerves, c'est bien. Juste avant l'émission, c'est bien. Trois Non, dernières questions, Jérôme. Trois dernières questions. Euh, et on n'a pas parlé de l'équipe de France quand tu étais joueur, mais tu vas voir que la question y vient d'une manière un peu différente. Aujourd'hui, avec le recul, tu choisirais puisque tu as fait l'Euro au Portugal, tu as fait le match contre tu rentres à la 80e de mémoire, un peu plus tôt. Ouais. ouais, à la place de Pires, me semble-t-il. C'est ça. Euh, donc au Portugal contre le Portugal, où on perd Contre la, 1-0. Pardon? contre la Grèce. Contre la Grèce, j'ai dit le Portugal, pardon, contre la Grèce. Alors, si tu devais choisir l'Euro 2004 avec la France ou vainqueur de la Ligue des Champions avec Monaco? Vainqueur de la Ligue des Champions avec Monaco. D'accord. Sans hésiter, Euh, je vais te dire, parce que même si gagner avec ton pays est quelque chose d'incroyable, gagner l'Euro, mais la Ligue des Champions, quand même, la Ligue des Champions. Aller au bout de la Ligue des Champions, Eric, avec un club français, qu'on connaît toutes les difficultés du football français à exister sur les scènes européennes. Mais tous les jours, je te dis, et la Ligue des Champions est beaucoup plus dure parce que la Ligue des Champions, c'est un an de vie commune, un an. C'est pas juste une compète d'un mois, c'est un an. Donc, comprends, comprends. c'est Alors, plus alors dur. on est en finale de la Ligue des Champions, donc Monaco contre Porto. Il y a 0-0, 90e minute, il y a un péno. Qui doit le tirer? Giuli ou Perchaud? C'est moi. D'accord. J'ai pas- Et pourquoi c'est moi? Parce que j'en ai jamais raté. Mais non, mais tu Bon, rigoles. tu finis en apothéose, Jérôme, j'adore. Dernière question. Roten sans flamme ou l'afterfoot? Bah, si tu veux parler du foot amateur, l'after, et si tu veux parler du foot professionnel avec de l'expertise, Roten sans flamme sans hésiter. Avant de te remercier d'avoir pris le temps d'ouvrir cette saison numéro 3 de Pressentiment, vraiment te remercier. Je voudrais parachever cet échange comme je l'ai eu fait avec tous les autres précédemment, même si effectivement c'est délicat. Je voudrais une question bicéphale. La première, quel est ton plus grand souvenir que tu aurais des Girondins de Bordeaux? Et la deuxième, tu peux la lier ou pas, qu'est-ce que tu peux souhaiter à ce club? Bah, qu'est-ce que je peux souhaiter? Qu'ils reviennent vite, vite en Ligue 1 avec toute l'histoire des Girondins de Bordeaux. Du moins, pour moi, la Ligue 1, c'est les Girondins de Bordeaux, c'est Saint-Étienne, c'est Nantes, c'est Monaco, c'est Marseille, c'est Paris, c'est Lyon, Saint-Étienne, Lille, Lens. Voilà, c'est ces équipes-là. Donc, c'est des équipes, et j'en ai oublié plein. Je pourrais même te mettre Bastia parce que ça mérite d'être en Ligue 1. Voilà, c'est de retrouver les Girondins en Ligue 1 au plus vite, ou déjà au niveau professionnel, avant de parler de la Ligue 1. Et puis, euh, et puis Et ton parce que meilleur souvenir, ton souvenir le plus grand, ton souvenir le plus fort j'en ai, avec ce club? j'en ai déjà le premier souvenir, c'est quand j'étais gamin, parce que quand je te parle, tu sais, on est tous marqués de notre enfance. Et pourquoi j'ai été passionné de ce sport très vite, c'est pas parce que j'avais une famille de footeux, et mon grand-père avait été semi-pro à l'époque, Il mais était gardien de but, non? C'est ton papa qui était gardien de père, but? père qui était gardien de but, ouais. Mais même si j'ai grandi dans cette passion du foot, après, très attaché aux premières images, aux vignettes Panini que tu colles quand tu es gamin. Et bah, Bordeaux, je faisais 3 fois le tour de la maison quand j'avais une carte intéressante de Bordeaux, une vignette à coller. Et tu vois, moi, c'était les Joseph-Antoine Bell, c'est Alain Giresse, c'est Philippe Farjon devant. Tu vois, c'est Jean-Marc Ferreri. Tu vois, c'est, il y a tellement, et puis j'en oublie beaucoup parce qu'il y a tellement de grands joueurs qui sont passés là-bas, mais c'est terrible ce qui arrive à ce club, terrible. Donc oui, j'ai envie qu'il redevienne un club important au plus vite du football parce que
je l'analyse tous les jours, Eric, tu le sais, et tu l'as dit dans mon émission. Et on a quand même un sujet important qui a disparu, c'est Bordeaux, quoi. Parler de Bordeaux, parler d'une ville qui doit être respectée et qui doit exister dans le paysage du football français. C'est la réalité, elle est là. Donc je souhaite que du bien à ce club qui se remette très très vite. Et bon courage à Bruno et Dado qui ont pris l'équipe en main et ils ont peut-être des années, des mois de galère encore, mais j'espère que la lumière va bientôt arriver. Deux anciens monégasques, voilà pourquoi tu as une relation particulière avec ces bonhommes. Jérôme, merci beaucoup Non, d'avoir merci. ouvert cette saison 3 de Pressentiment. Jérôme Roten, c'est 18h, 20h tous les jours de la semaine, sans pub entre 18h et 18h30, il nous l'a dit. Pareil entre 19h et 19h30, c'est tous les jours de la semaine, Roten sans flamme. Merci beaucoup, Jérôme, merci infiniment. Merci Eric. À bientôt.